suffit de manger trop gras, de prendre de l'alcool, de dormir tard, tout ça va favoriser une lenteur à la digestion, un retard de vidange gastrique et puis donc la formation d'une fermentation colique excessive. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, merci de nous écouter tous les jours à l'heure du déjeuner sur Beurre FM, on parle de santé. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si on va se marrer, mais si on va se marrer aujourd'hui, mon invité le docteur William Bérébi. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du microbiote intestinal. Alors je précise intestinal parce qu'il y a beaucoup de microbiotes, donc il y a des microbiotes. Tout à fait. Et que vous êtes le créateur du concept de la médecine microbiotique et que vous faites des ordonnances microbiotiques. Vous avez écrit alors le livre que vous avez apporté, Mission ventre plat chez Marabout, et que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Dr William Bérébi. C'est ça, absolument, 30 000 abonnés, et donc où je mets beaucoup d'informations et de posts et de stories. Je vous ai vu dans une très bonne émission la semaine dernière sur le service public, doc, oui. Et félicitations pour vos chiffres. Merci, oui, il y a eu... Vous avez fait plus du million à 20h30, c'est énorme. Ouais, pour une émission de santé qui Ouais. parlait de l'inflammation. Alimentation anti-inflammatoire, sur l'angle digestif, mais aussi extra-digestif. Donc oui, ils étaient très contents, il y a eu un gros score. Bien, vous allez pouvoir revoir cette émission d'ailleurs, on va faire de la pub aux camarades, sur le replay du service public. Tout à fait, sur France 5. Enquête de santé. Nous allons parler des ballonnements aujourd'hui. Alors les ballonnements, ça porte un drôle de nom, c'est le météorisme. Oui. Le météorisme abdominal, c'est la distension de l'abdomen en fait. C'est ça la définition. Donc ça veut dire qu'il y a de l'air dans l'intestin, donc dans l'intestin grêle, mais surtout dans le côlon. Et ça va se traduire par un tympanisme. Quand on va examiner le patient, je mets la main sur le ventre et en percutant les doigts, je vais avoir un bruit sonore qu'on appelle tympanisme. Et c'est comme ça en consultation que je sais si un patient qui a un ventre proéminent a trop d'air dans son côlon. Jamais entendu ça. Voilà, le tympanisme. Tympanisme. D'ailleurs, alors je regardais, c'est le symptôme le plus fréquent en gastro-entérologie. Très fréquent, alors selon les séries, 50 à 70% de prévalence, c'est-à-dire de personnes qui souffrent de ce problème-là, souvent associées aux flatulences, donc c'est-à-dire les fameux PEI. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas grave en soi, mais empoisonne beaucoup la vie de certaines personnes. Oui, c'est un symptôme. C'est un symptôme, tout à fait. Alors, il peut être isolé, ça peut être des ballonnements isolés, ou ça peut être des ballonnements associés à d'autres symptômes, comme des troubles du transit, des douleurs abdominales, et là, on va plutôt être dans un cadre de syndrome de l'intestin irritable, ou de SIBO, mais on peut parfaitement avoir des ballonnements uniques, isolés, sans douleur, ni problème de transit. D'ailleurs, tout le monde a connu cette sensation au moins une fois d'être ballonné. Oui, c'est fréquent. Il suffit de manger trop gras, de prendre de l'alcool, de dormir tard. Tout ça va favoriser une lenteur à la digestion, un retard de vidange gastrique, et puis donc la formation d'une fermentation colique excessive. Alors il y a des formes où le patient n'a pas d'air spécialement dans le côlon et a quand même un ventre qui se distend. C'est un mécanisme particulier, c'est-à-dire que la personne, elle mange et sans qu'il y ait plus d'air dans le côlon, elle va voir son ventre se distendre. Et c'est ce que décrivent les patients, puisqu'ils disent je mange et tout de suite après, j'ai mon ventre qui double de volume. Alors en fait, ça, mais c'est important, ça doubler de volume. Ah oui, bien sûr. Alors ils disent oui, c'est ce que j'ai mangé, etc. Alors en fait, ça marche pas comme ça. Ces personnes ont une hypersensibilité viscérale et en fait, quand ils mangent, il va se passer de l'arrivée d'air dans le côlon et dans l'estomac, et normalement ça s'adapte, c'est-à-dire que le système est très adaptatif entre le diaphragme et les abdominaux. Et chez certaines personnes qui ont cette anomalie-là, on va dire, eh bien, les abdominaux vont se distendre d'une façon importante et le diaphragme ne va plus arriver véritablement à fonctionner normalement. Donc en fait, le diaphragme va descendre et les abdominaux, il va y avoir une distension et ça va partir vers l'avant. Et donc les gens, tout de suite, après manger, donc ça c'est très caractéristique, vont avoir ce ventre très distendu dans les... Un peu de femme enceinte, comme on dit, mais c'est ça, c'est le même phénomène. Ça a un nom, cette...
C'est cette déformation. La distension, c'est le météorisme. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on reconnaît les ballonnements ? Alors, le patient, en général, il les a identifiés par lui-même. Donc, je mets de côté ce que je viens de vous indiquer. Donc, ce mécanisme particulier, ils vont avoir un ventre qui va augmenter. Alors, ça peut être tout de suite après le repas, ça peut être décalé dans le repas et ça peut être en permanence. Donc là, les patients s'en rendent compte eux-mêmes. Après, ça peut être associé, j'en parle dans Mission Entreplat, on n'a pas nécessairement un seul mécanisme, il faut avoir une vision holistique des choses, c'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup d'air, vous pouvez avoir aussi trop de kilos, et vous pouvez aussi avoir une paroi abdominale qui n'est pas suffisante, pas assez tonique, et à ce moment-là, vous avez tous les facteurs qui vont faire qu'il y a cette fameuse bedaine. Arrêtez de regarder ma paroi abdominale. Je la vois pas, elle est derrière l'écran. Non, là, vous m'inquiétez. En plus, vous êtes en noir, donc... Oh non, j'ai cru que vous alliez dire vous avez des abdos. Alors, vous parlez d'air. C'est de l'air ou c'est du gaz ? Alors, l'air, c'est du gaz. Hein. Ah bon ? Bien sûr. Donc, en fait, dans le côlon, si vous voulez, vous avez différents gaz. Vous avez de l'hydrogène, vous avez du méthane, vous avez de l'azote, du dioxygène, etc. D'accord ? Et donc, ça, ce sont les gaz qui sont générés par la fermentation colique par les bactéries intestinales. Donc quand les aliments arrivent, donc les fameux FODMAP, ce sont ces aliments, ces glucides, ces sucres complexes, eux, ils sont les FODMAP, ce sont des sucres complexes. Bien sûr, ce sont des sucres complexes, vous en avez différents types. Vous avez les FOS, les GOS, vous avez le fructane, etc. Donc vous avez différentes catégories, ça regroupe énormément d'aliments, puisque vous avez beaucoup de légumes, céréales complètes, des fruits, etc. Donc c'est pour ça que le régime pour FODMAP, je ne l'utilise jamais parce qu'il est beaucoup trop drastique, et c'est pour ça que j'ai mis au point un régime différent qui est le régime séquentiel, qui permet d'identifier les groupes d'aliments auxquels le patient est intolérant ou hypersensible sans le priver de tout. En les retirant, voilà, chacun à leur tour. Comme son nom l'indique, d'une façon séquentielle. Donc quand ces fameux FODMAP, qui sont donc ces fibres, des glucides donc complexes, aménagés d'une certaine manière, arrivent dans le côlon, les bactéries vont fermenter. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont dégager un certain nombre de choses, dont les gaz, donc méthane, hydrogène, sulfure d'hydrogène, oxygène, azote, etc. Et donc, il va y avoir, selon les gens, une fermentation colique différente et une fabrication de gaz différente. Donc quelqu'un qui n'a pas de problème, si vous voulez, il va fermenter normalement, il va dégager un certain nombre de gaz, mais il ne va rien se passer. Mais d'autres personnes, puisqu'on a tous, vous le savez, un microbiote intestinal différent, il y a des personnes qui ont une fermentation colique excessive, et donc pour un apport alimentaire identique, il va avoir une fermentation qui va être 2 fois, 5 fois, 10 fois celle de quelqu'un d'autre. Alors c'est très injuste, parce que les patients se disent, mais on a mangé la même chose, pourquoi moi j'ai le ventre qui a doublé de volume, et mon voisin lui il n'a rien ? C'est lié à la particularité et à la spécificité du microbiote de la personne donnée. Donc, si quelqu'un vient vous voir en consultation et qui vous dit « je suis ballonné », il vous dit « pourquoi je suis ballonné ?» Vous commencez par quoi ? Alors, pour poser un diagnostic. Très bonne question. Déjà, je vais regarder dans quel groupe il se trouve. Est-ce qu'il y a des symptômes associés, des douleurs, des problèmes de transit ? Et là, ça m'orienterait plus vers un intestin irritable ou un SIBO. Si c'est isolé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le régime séquentiel, pour voir s'il n'a pas, dans un premier temps, une intolérance au fructose, donc ça va être les fruits, les dattes, le miel, etc. Deuxième phase, le gluten. Alors là, c'est très anarchique souvent, parce que les patients font souvent des régimes sans gluten, sans véritablement driving médical, donc on ne sait plus très bien interpréter ce qui les améliore ou pas. Mais dans le régime séquentiel, il va y avoir 14 jours sans gluten, en enlevant les produits céréaliers, et je vais voir si ça les améliore. Et puis la troisième phase, ça va être les légumineux, certains légumes, et puis les oléagineux, donc les fruits à coque, etc., type amandes, noix de cajou et autres. Et comme ça, je vais savoir s'il y a des groupes d'aliments. Alors ça débouche sur 2 grandes intolérances ou hypersensibilités dans la vraie vie. Il y a les légumineux, ça c'est assez facile parce qu'il y a effectivement des personnes qui ne vont pas supporter les lentilles ou les pois chiches. Mais on a l'intolérance au fructose. Alors on dit que c'est une question de cuisson, qu'il faut rajouter du bicarbonate. Oui, ça peut aider un petit peu, mais quelqu'un qui a une fermentation colique excessive parce qu'il a un microbiote donné,
il peut faire ce qu'il veut. Les pois chiches, il y a des patients, ils les supportent pas, ils les supporteront jamais. Donc bon, voilà, faut avoir du bon sens. Si on supporte pas un aliment, la chose à faire, c'est de l'arrêter et de plus le consommer. Donc très fréquemment, on retrouve une hypersensibilité au gluten, donc ou intolérance au gluten. Alors c'est 2 pathologies différentes. L'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Donc là, on va le savoir par une prise de sang et on va savoir si le patient a des anticorps contre anticorps anti-transglutaminase contre le gluten. À noter que c'est assez rare. Hein. Oui, la maladie cœliaque, c'est pas si rare que ça. C'est 1%. Ce serait 1% de la population française, donc de l'ordre de 500 000 à 600 000 personnes. Mais le biais, c'est qu'il y aurait que 20% de gens diagnostiqués. C'est-à-dire 80% des Français seraient cœliaques et ne le seraient pas parce que les symptômes sont peu marqués, parce qu'ils ont fait des régimes sans gluten, sans suivi, donc du coup les anticorps étaient faussement négatifs. Donc voilà, donc c'est pas si rare que ça. Et puis vous avez l'hypersensibilité au gluten qui est une pathologie voisine mais différente, c'est-à-dire que vous allez avoir pas de maladie auto-immune, mais juste le fait que quand vous consommez beaucoup de gluten, vous avez un inconfort digestif et des symptômes. Donc ça, c'est très fréquent, notamment l'hypersensibilité au gluten. Donc ça, vous le savez, en supprimant le gluten pendant 14 jours, ça vous donne une indication. Exactement. Là, le patient me dit, voilà, je suis beaucoup mieux, j'ai moins de douleur, mon transit va mieux, j'ai moins de ballonnement, etc. Et donc là, je dis, ok, vous avez une hypersensibilité au gluten. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, il ne s'agit pas, contrairement, donc ça c'est une erreur fréquente, d'arrêter tous les aliments contenant du gluten. Ça n'a pas de sens dans l'hypersensibilité au gluten. On va juste demander au patient de trouver la dose seuil, la quantité seuil qui lui va. Donc on va prendre des pâtes ou du pain comme repère et on va faire des tests à 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes. Et le patient comme ça, très simplement, il va arriver à déterminer la quantité de produits céréaliers qu'il peut consommer sans être gêné. Donc il ne se sera pas enlevé des produits intéressants pour la santé, puisqu'il y a des minéraux, il y a des vitamines, il y a des fibres également prébiotiques, et il saura ce qu'il peut consommer. Donc ça c'est très facile quand on connaît la méthode, disons que c'est facile à mettre en place. Et l'autre groupe, c'est l'intolérance au fructose. Donc là, les patients, j'ai des patients ou patientes qui étaient en errance depuis 20 ans, avec un diagnostic d'intestin irritable, et en faisant le régime séquentiel, et d'un coup, ils me disent, j'ai plus rien. Alors le fructose, pour tout le monde, c'est... Donc ça va être dans les fruits, d'une façon générale, les dattes, dans le miel, là, c'est là qu'est le fructose. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Lorsqu'il y a ce type de problématique-là, je vais faire en sorte de conseiller aux patients les fruits qui contiennent peu de fructose. Comme ? Donc les fruits rouges en saison et les agrumes. Donc les autres, on va plutôt les éviter. Ça n'empêche pas au patient de faire un petit peu des tests avec tel fruit ou tel fruit. Une fois qu'il sait, si vous voulez, qu'il a une intolérance au fructose, c'est plus facile pour lui d'identifier des choses. Voyez ? Mais globalement, les fruits qui contiennent peu de fructose, c'est les agrumes et les fruits rouges. Alors on parle des ballonnements aujourd'hui avec le docteur William Bérébi, mais pas que. On parlera tout à l'heure des flatulences et des éructations. Comment savoir si nos ballonnements sont normaux ou s'ils sortent de l'ordinaire ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Alors, normalement, les ballonnements des gaz, on en a dans le tube digestif et dans le côlon, mais ça ne va pas se voir. Dès que ça se voit, c'est là où il y a problème. Le patient se plaint donc d'avoir un inconfort abdominal, une distension abdominale, alors qui gêne encore plus les femmes, évidemment, au niveau esthétique. Donc voilà, donc c'est très simple en fait. Mais il faudra toujours vérifier le poids, vérifier qu'il n'y a pas une prise de poids récente, vérifier qu'on n'a pas une paroi abdominale complètement atone sans muscle, pour ne pas attribuer complètement la distension et la bedaine au gaz. Et puis on va faire la percussion, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui va permettre, grâce au bruit sonore, de confirmer qu'il y a bien un excès de gaz dans le côlon. Si c'est un bruit de tam-tam, c'est bon. Voilà, c'est ça. Comment éliminer ces gaz intestinaux ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Est-ce qu'il y a un endroit où il faudrait appuyer, par exemple ? Alors, ce qui peut soulager parfois, c'est les massages avec de l'huile de menthe poivrée, par exemple. Ça peut être intéressant. Il y a des patients qui le font et ça leur fait du bien. Mais sinon, il n'y a pas d'appui spécifique, si vous voulez, qui vont permettre de réduire ça, puisque les gaz, ils sont dans le côlon, ils ne sont pas dans le rectum. Et donc,
c'est globalement tout le côlon, qui fait environ 1 mètre de long, qui contient ces gaz. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est agir pour réduire la fermentation. Donc ça sert à rien de s'appuyer sur le ventre pour dégazer. Non. Je rigole, mais c'est une question qui revient très souvent. Non, vous pouvez rien faire puisque le rectum, c'est le dernier organe du tube digestif. C'est une cavité qui fait à peu près 15 cm de hauteur, et c'est là que lorsqu'il y a de l'air, on peut éventuellement avoir une action. Mais quand il y a un ventre ballonné, on va avoir des gaz dans le côlon, et c'est en absorbant par des thérapies ou bien en réduisant les aliments qui ont trop fermenté que l'on va pouvoir régler le problème. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour je sais pas comment on dit, absorber, limiter, dégazer? Ouais, dégazer si vous voulez. Il y a plusieurs mécanismes différents. Les probiotiques, ça fonctionne, puisqu'il peut y avoir une dysbiose. On sait aujourd'hui que la dysbiose intestinale est l'un des facteurs explicatifs des ballonnements excessifs et d'une fermentation colique excessive. Donc première catégorie de médicaments, enfin de compléments alimentaires en l'occurrence, pouvant être utilisés. Vous avez le charbon végétal. Également, le charbon végétal activé. Le charbon végétal activé. Activé, ça veut dire que ça vient de l'écorce de la noix de coco qui est chauffée à des degrés très, très élevés 2 fois, et de ce chauffage carbonisation, en quelque sorte, on va récupérer un charbon. Et c'est pour ça qu'on dit activé, parce que ça résulte du chauffage à des certaines températures 2 fois de l'écorce de noix de coco. Et donc, ce charbon, il a comme vertu d'absorber. C'est un adsorbant, c'est-à-dire qu'il va gober, en quelque sorte, les bulles d'air dans l'intestin, et pour un diamètre de 1, on va avoir 100 d'absorption. C'est-à-dire il absorbe, c'est de l'adsorption d'ailleurs avec un D, stricto sensu, 100 fois son volume. Le charbon prend 100 fois en gaz, 100 fois plus que son volume en gaz, qui peut donc absorber et donc éviter les symptômes. Donc ça marche très bien. Alors c'est quoi? C'est un complément alimentaire? Quel est son statut? Non, c'est pas complément alimentaire, c'est du charbon. C'est du charbon, c'est un adsorbant. Et donc ça se prend de 2 manières, soit sous forme de gélules. Moi, je le prescris sous forme de gélules. Il y a plusieurs noms. C'est pas du charbon qu'on prend à la cuillère. Non, alors déjà, il faut prendre le bon charbon. Faut prendre du charbon médical, parce qu'il y a d'autres charbons qui existent, et il faut pas vous tromper. Puis il y a des charbons pour animaux, etc. Donc c'est un charbon pour humains. Déjà, toujours faire attention si vous le commandez sur des sites ou autres. Ça existe sous forme de gélules, donc, et ça existe en vrac, sous forme d'une poudre. Donc les deux existent. En gélule, c'est 2 gélules 3 fois par jour, et en vrac poudre, c'est 1 cuillère à café 2 à 3 fois par jour. Est-ce qu'il y a des contre-indications au charbon actif? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication, mais en revanche, il ne faut pas le prendre en continu. C'est-à-dire qu'on va le prendre 10 jours par mois. Parce que comme le charbon, justement, il est adsorbant, si vous le prenez tout le temps en continu, vous risquez d'avoir une absorption un défaut d'assimilation des nutriments. Et donc, ça peut avoir un impact sur le long terme. Et j'ai vu des Américains qui disaient qu'il fallait faire attention à certaines interactions avec des traitements qu'on prenait. Tout à fait. Donc ça, c'est un autre volet avec les traitements. 2 heures de delta, intervalle de temps. Qu'il fallait attendre 2 heures avant de prendre son traitement. Voilà, entre des médicaments, a fortiori quand c'est des médicaments type contre le diabète ou contre l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est une première précaution. Et puis, on ne va pas le prendre en continu sur des mois et des mois pour éviter qu'il y ait des problèmes d'absorption des nutriments. 10 jours de cure. Par mois. Voilà. Exactement. Bien. Alors, et l'amande poivrée, puisque vous me disiez qu'est-ce qu'il existe comme composé actif. Donc une huile essentielle qui a fonction, là aussi, de jouer sur les ballonnements et d'augmenter la vidange de l'estomac. Donc ça peut lutter contre la dyspepsie, les ballonnements, etc. Et là, on va être sur un produit qui va être en huile essentielle. Donc 1 ou 2 gouttes sur un comprimé neutre. Vous savez, ces comprimés neutres, c'est fait pour ne pas prendre du sucre. Donc c'est des fibres d'acacia et vous mettez 1 ou 2 gouttes dessus 3 fois par jour. Mais ça existe aussi maintenant sous forme de comprimé. D'accord. C'est en complément du charbon ou c'est indépendant? Alors, si vous voulez, chaque cas est unique.
Donc un patient donné, on va utiliser ce qui marche, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pour un patient donné, ça va être les probiotiques, l'autre, ça va être l'amande poivrée, l'autre, ça va être le charbon végétal. Donc vraiment, il y a une énorme diversité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « oui, ça, prenez-le et je vous garantis que ça va marcher ». Ça marche dans une majorité de cas, mais on est tous différents. Et on a besoin d'un management à la carte un petit peu pour traiter ces problématiques-là. C'est important ce que vous dites parce qu'on peut avoir avec ces produits naturels tendance à l'automédication. Voilà, donc il faut faire attention. Il faut faire attention, avis médical. Voilà, avis médical, ça paraît banal comme ça, mais le charbon, il faut savoir que c'est à 2 heures d'un médicament, il faut savoir qu'on ne le prend pas en continu. L'amande poivrée, il faut savoir que c'est contre-indiqué chez la femme enceinte. Voilà, donc ce sont des exemples qui prouvent qu'il ne faut pas se jeter dans ce qu'on lit sur Internet ou dans les magazines, disant, voilà, on consulte son médecin, on pose un diagnostic et puis on se traite d'une façon adaptée avec les bonnes informations. Voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas sans effet secondaire et qu'il n'y a pas de précautions à prendre. Exactement. Ça c'est très important parce que effectivement dans l'esprit des gens souvent c'est la nature, donc de toute façon il n'y a pas de risque. C'est faux. Il y a donc ce qu'on vient d'indiquer. Vous avez des plantes pour maigrir soi-disant qui donnent des maladies du foie, des hépatites, même il y a des gens qui se font transplanter le foie parce qu'ils ont fait une hépatite fulminante avec des plantes. Ça donne des insuffisances rénales aiguës, etc. Donc les plantes, il y a eu une liste de 118 plantes qui a été publiée récemment par l'ANSES de plantes toxiques. Donc si vous voulez, c'est pas une ou deux, c'est 118. Et donc si vous faites ça comme ça, vous pouvez vous exposer à des accidents vraiment embêtants. Donc à partir du moment où on se soigne, si vous voulez, le mot soin, quel qu'il soit, que ce soit avec des médicaments allopathiques ou des plantes, c'est pareil, on doit le faire d'une façon intelligente et sous couvert de conseils d'un thérapeute qualifié, donc d'un médecin. Alors la prise de certains médicaments peut provoquer des ballonnements. Quels sont les médicaments qui peuvent en provoquer ? Alors les aliments plutôt. Les médicaments, non, il n'y a pas vraiment de médicaments qui donnent des ballonnements. Par contre, beaucoup d'aliments, alors on en a cité quelques-uns, mais il y a aussi les crucifères. Les crucifères. C'est les choux, ça. Voilà, les choux, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, etc. Alors les crucifères, bon, ça fait partie des FODMAP, mais ils ont une particularité, c'est le raffinose. Le raffinose, c'est une combinaison de sucres très particulière, et pour dégrader ces sucres-là, on a particulièrement peu de l'enzyme qui est capable de les couper dans le corps humain. Et donc, de ce fait, comme elles arrivent encore plus intactes que les autres FODMAP dans le côlon, il y a encore plus de travail de fermentation. Et donc ce raffinose, ce fameux raffinose, il est présent en grande quantité dans les crucifères. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent absolument pas les crucifères. Ils vous disent, moi je prends des choux, mais j'ai un ventre de femme enceinte de 9 mois. Donc voilà, donc ça c'est le raffinose, c'est une particularité des choux, alors donc brocoli, enfin tout, voilà. Choucroute, choux de Bruxelles, chou-fleur, brocoli, chou calé, tous les choux. Ce sont des crucifères. Et là encore, c'est pas une question de cuisson, ça n'a rien à voir. Alors, globalement, si vous voulez, quand vous consommez un légume cru ou un légume cuit, c'est différent quand même, parce que le fait de le cuire va quand même le prédigérer. Donc globalement, les personnes qui ont des problèmes de ballonnement, ils sont mieux avec des légumes cuits. Bon, ça c'est un fait. Mais il n'en demeure pas moins que la personne qui a un microbiote intestinal qui donne une propension à fermenter, la personne qui a et donc qui consomme des crucifères, il va avoir, quoi qu'il fasse, une problématique de ballonnement et de gaz. C'est donc pour ça qu'on dit que les choux font flatuler. Bien sûr, c'est ça en fait. Les grandes catégories, si vous voulez, les grands classiques, si vous voulez, c'est les crucifères et les légumineuses, pois chiches, lentilles, etc. Donc là, voilà, il y a des gens qui ne peuvent absolument pas y toucher, malheureusement, alors que c'est des très bons aliments. Mais c'est comme ça, ils ne les supportent pas. Avec le docteur William Bérébi qui est avec nous, je rappelle le titre de votre dernier livre, Mission Ventre Plat chez Marabon. On parle de ballonnement, mais c'est vrai qu'avoir un ventre qui ne ballonne pas, c'est un ventre plat. Voilà, alors, il n'y a pas que ça comme mécanisme, ça peut être donc un poids excessif, ça peut être une paroi abdominale atone, très peu musclée, et puis bien sûr,
une quantité de gaz, donc d'air, dans le côlon excessive. Il y a un lien, docteur Bérébi, entre les hormones et les ballonnements? Oui, tout à fait. Il y a des hormones qui interviennent dans le fonctionnement de l'estomac, donc dans la vidange gastrique, et également dans la formation d'air et de gaz, et dans l'hypersensibilité viscérale, qui va faire que le patient va ressentir une distension abdominale alors qu'il n'a pas nécessairement une énorme quantité de gaz dans son côlon. Donc ça se voit au moment des règles, au moment des menstruations, et puis au moment de la grossesse, donc indépendamment évidemment de la prise de poids liée à la présence du bébé, on peut avoir un dérèglement, en quelque sorte, lié aux modifications hormonales. D'ailleurs, en vieillissant, on ballonne plus. Alors, en vieillissant, on ballonne plus, on a plus d'intolérance globalement en vieillissant, puisque le microbiote, il s'appauvrit avec moins de variété, et donc globalement, on va être souvent, alors c'est pas une généralité, ça ne concerne pas tout le monde, mais plus sensible à certains aliments qu'on supportait bien avant, et d'un coup, on se met à ballonner excessivement quand on les consomme. Est-ce qu'on peut éviter les ballonnements en faisant des exercices abdominaux? Non, pas vraiment. On peut lutter contre l'atrophie de la paroi abdominale, donc faire muscler ses abdos, mais non, les ballonnements, on peut pas faire d'exercice spécifique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'activité physique, c'est bon. L'activité physique, c'est bon, puisque imaginons que les ballonnements s'intègrent dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable. On sait que l'activité physique diminue d'un facteur 2,5 le risque d'apparition d'un intestin irritable. On sait aussi que quelqu'un qui a un intestin irritable, donc avec des ballonnements notamment, eh bien, lorsqu'il fait de l'activité physique, ça améliore son score de qualité de vie, son score fonctionnel. Donc l'activité physique, c'est quelque chose que je préconise systématiquement chez les patients qui ont un intestin irritable, puisque ça améliore, ça a une action anti-inflammatoire, tout comme l'alimentation dont on a parlé sur France 5. Et donc l'activité physique a une action anti-inflammatoire et va permettre au microbiote intestinal de fabriquer des substances anti-inflammatoires, anticancéreuses, régulatrices de la glycémie, notamment le butyrate. Le fameux butyrate. Le fameux butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte. Bien. Est-ce que les gaz intestinaux ont un lien avec les ballonnements et finalement... les flatulences, je voulais dire. Oui, c'est pas la même chose, les gaz intestinaux et les flatulences? Ah bah non, les flatulences, c'est le fait d'expulser les selles, c'est le fait de péter. Ah ouais. Les flatulences... Mais c'est pas des gaz? Ah bah si. Bah c'est ça. Bah bien sûr. Moi j'appelle ça des gaz intestinaux, alors peut-être que c'est pas le bon nom. Les gaz, si vous voulez. Moi j'appelle ça dégazé, mais bon après... Appelez ça comme vous voulez. Ça c'est votre terme à vous. Mais si vous voulez, il y a de l'air, donc des gaz excessifs dans le côlon. Vous avez deux manières qui peuvent être exclusives l'une de l'autre ou associées. Soit le patient distend son ventre, soit il va évacuer beaucoup de paix, donc avoir beaucoup de flatulences. Et il peut avoir les deux. Voilà, toutes les combinaisons existent, si vous voulez. Mais est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que quand on est ballonné, finalement... Bien sûr. En général, le fait d'être ballonné augmente la quantité de flatulence. Mais il y a des personnes qui n'expulsent pas vraiment leur gaz et qui ont un ventre qui se distend, mais sans flatulence excessive. Les deux se voient. Et d'autres personnes qui ont moins de ballonnement, mais qui vont énormément évacuer. Et donc là, ils vont péter des dizaines de fois dans la journée, ce qui est problématique quand on est dans une réunion de travail. D'accord. Mais je pense que tout le monde le fait plus ou moins discrètement, au moins une dizaine de fois dans la journée. Alors, moi personnellement, non. Alors là, vous savez, dans la vie, quand vous avez tout entendu, quand vous croyez que vous avez tout entendu... Non, mais parce que vous êtes un prince. Voilà. Vous êtes gentil. Vous mettez de la paillette dans nos vies, docteur Bérébi, et donc vous êtes épargné par... Vous êtes gentil. Non, ce que je veux dire, c'est que on a des flatulences, donc des paix, tous les jours, entre 10 et 20. Mais ils sont de petits volumes, et donc déjà, on ne les sent pas en termes d'odeur, puisqu'il faut savoir que 99% des gaz sont inodores. Alors quels sont les gaz qui sont odorants? C'est les gaz sulfurés, donc qui contiennent du sulfure d'hydrogène. Donc c'est 1% des gaz, c'est le sulfure d'hydrogène qui est dans le gaz, et lui, c'est lui qui donne cette odeur caractéristique d'œuf pourri un petit peu. Donc c'est que 1% ça. Tous les autres, ils sont inodores.
Donc, alors, je vois votre grimace. Donc, ouais, si vous avez beaucoup d'odeur, Philippe, bon, il faut qu'on s'en occupe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, donc, du coup, quelqu'un qui n'a pas de problème, il va émettre 10 à 20 PET par jour, qui vont être des petits volumes, donc il ne va même pas les entendre, il ne va pas les sentir. Donc tout le monde pète, mais vous savez qu'il y a une légende qui dit qu'on ne sent pas ses propres pets. Et qu'on sent ceux des autres. Enfin, je sais pas. Non, moi, quand ça m'arrive, non. Quand ça vous arrivait. Quand ça m'arrivait, dans un passé lointain, donc je les sentais. Non, ça c'est une légende. C'est une légende urbaine. Ouais. Mais voilà, donc si vous voulez, on peut très bien expulser ces gaz, parce qu'on va en expulser nécessairement. C'est normal d'en expulser. Et il faut en expulser sans jamais s'en rendre compte, ni par l'odorat, ni par l'oreille. Premier point. Par contre, bon, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un PET sonore et puis éventuellement qui sent parce qu'il y a du sulfure d'hydrogène dedans. Mais ça doit représenter 4-5 PET par jour maximum. Si ça vous arrive 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui. Alors, c'est vrai qu'il faut traiter. Derrière le tabou, c'est un vrai sujet de santé quand même. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Là aussi, en vieillissant, on aurait tendance à avoir plus de flatulences. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est lié donc d'une part au microbiote et une moindre diversité. Au fait aussi que, notamment chez la femme qui a eu des grossesses, le sphincter anal, il va être moins performant. Donc il va être moins en capacité de retenir l'air. Donc ça, c'est un mécanisme lié à l'affaiblissement du muscle anal. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui est possible. On va terminer cette émission tout en poésie sur les éructations. Donc ça, c'est les rots. Est-ce que là aussi, il y a des liens entre les ballonnements et les rots? Tout à fait. Alors souvent, c'est associé dans le cadre de la dyspepsie. La dyspepsie, c'est le terme qui regroupe tous les troubles fonctionnels qu'on peut avoir au niveau du tube digestif. Donc ça peut être des éructations, ça peut être des ballonnements, ça peut être des nausées, ça peut être des flatulences, ça peut même être des douleurs. Et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la dyspepsie. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? La dyspepsie, ça veut dire qu'on a des symptômes que je viens de vous indiquer, mais il n'y a aucune lésion lorsqu'on fait une endoscopie digestive. C'est-à-dire, on va regarder l'estomac, on va vérifier, éventuellement le côlon, ça dépend de l'âge du patient. On va être normalement dans l'indication, lorsque quelqu'un a plus de 50 ans, de vérifier, lorsqu'il a ce type de symptômes, son estomac par une endoscopie gastrique et son côlon par une coloscopie, d'accord? Et il n'y a rien. Et donc, c'est ça qu'on appelle la dyspepsie, c'est tous ces troubles digestifs sans lésion. Premier point. On va vérifier, quand quelqu'un a ça, donc ce que je viens de vous indiquer, on va vérifier la présence ou non d'Helicobacter pylori, qui est cette bactérie qui est dans l'estomac, qui peut générer une dysbiose gastrique, donc un déséquilibre. On va faire en général une échographie pour vérifier quand même la vésicule biliaire et le foie. Et avec ça, on aura fait un bilan complet et on va vérifier aussi toujours la glycémie, puisqu'il y a des formes de diabète associé à ce qu'on appelle la gastroparésie diabétique, c'est-à-dire à une lourdeur. Donc ça va être une sensation de pesanteur après manger, ça va être l'impossibilité de terminer son repas, ça va être une distension de l'estomac. Et donc ça peut se voir dans le diabète. C'est pour cela que dans ce type de situation, c'est important de faire un dosage de la glycémie. Voilà, donc il y a quand même un bilan à faire pour poser le diagnostic de dyspepsie. Et il y a une erreur très très répandue que j'entends tous les jours quand je vois mes patients en consultation. Je leur dis, qu'est-ce que vous avez? On m'a dit que j'avais une gastrite. Donc ça ne veut rien dire, puisque la gastrite, c'est un diagnostic endoscopique, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur et on voit une inflammation. Donc dire, quand quelqu'un a des symptômes digestifs, comme je vous ai indiqué, notamment des éructations, des nausées, éventuellement des douleurs, c'est une gastrite, c'est un abus de langage qui ne correspond à rien. Le vrai terme, c'est la dyspepsie. À noter que faire des petits rototos, c'est naturel, Alors là aussi, un peu après le repas. Mais si c'est plusieurs fois tout au long de la journée, là, il y a quelque chose qui cloche. Alors ça peut être, qu'est-ce qui peut générer ça? Ça peut être les boissons gazeuses. Souvent, ouais. Les patients pensent que ça fait du bien. Il y a le tabac. Et donc non, puisque ça fait rentrer de l'air en fait dans l'estomac, que cet air, vous allez le retrouver plus bas dans le côlon, que ça va occasionner plus de flatulence et sur le haut, plus d'éructation. Donc, le fantasme, si vous voulez, de dire je prends une boisson gazeuse, ça me fait du bien, c'est faux. Il faut pouvoir prendre de l'eau plate, tout simplement. C'est logique. Le tube digestif est un cylindre. Si vous y faites rentrer de l'air,
votre cylindre il va se distendre. Et en se distendant, il va générer des symptômes. C'est de l'aérophagie, c'est ça? Alors l'aérophagie, c'est le fait d'avoir trop d'air dans l'estomac. D'accord. Donc, les boissons gazeuses, vous avez le tabac. Si vous fumez, vous faites rentrer de l'air dans l'estomac. L'alcool peut avoir un effet irritant. Vous avez le chewing-gum. Pareil. Vous mâchez, clac, c'est de l'air. Sans compter qu'il y a des polyols dedans, c'est des sucres particuliers qui fermentent énormément dans les chewing-gums. Vous avez la manière de manger. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a trop d'éructation, donc cette fameuse dyspepsie? Il faut manger lentement, donc c'est les 2 x 20. Vous connaissez les 2 x 20. 20 mastications par bouchée et 20 minutes pour le repas. Or, plein de gens, notamment le midi, mangent en 5 minutes, le sandwich, mâchent pas, etc. Donc ça, c'est important. On va éviter aussi les aliments gras, les fritures, les plats en sauce, parce que ça ralentit la vidange de l'estomac. Et on va éviter, globalement, quand on a cette problématique-là, les choses épicées. Tout ce qui est piment, etc. Voilà, donc en faisant ça, on améliore les patients. Deuxième chose qu'on peut faire contre les irritations, c'est utiliser un probiotique. Il y a un probiotique qui agit sur le microbiote gastrique, parce qu'il y a très peu de bactéries dans l'estomac, puisque c'est un milieu acide, d'acide chlorhydrique, mais il y a quand même du Lactobacillus reuteri, il y a un produit qui associe 2 souches, et qui va équilibrer le microbiote intestinal, donc renforcer la barrière épithéliale de l'estomac, et diminuer l'inflammation dans l'estomac. Donc ça, c'est très intéressant dans la dyspepsie, et puisque souvent c'est un peu le parent pauvre, et les médecins sont un petit peu, et les patients et les médecins sont démunis devant ce symptôme-là, devant ce type de symptômes. Mais il n'y a pas beaucoup de consultations pour les rodotos. Alors, que pour ça, non. Plus pour le reflux, non? Voilà, plus pour le reflux. Alors, les deux sont associés souvent. Les éructations accompagnent souvent un reflux gastro-œsophagien. On fera une émission sur le reflux, parce que ça, c'est vraiment important. Alors, vous allez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous pourrez commenter la vidéo. Donc, si vous aussi, vous êtes concerné, vous avez des questions à poser, le docteur William Bérébi y répondra. D'ailleurs, on retrouve nos émissions sur vos réseaux sociaux, Doc, sur Instagram. Voilà, des extraits. Je mets les liens donc sur DR William Bérébi, sur Facebook. Sur LinkedIn, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus pointu en général. Et puis, il y a des extraits aussi sur ma chaîne YouTube, Dr William Bérébi. Il y a déjà plus de 6000 abonnés. Et voilà. Et puis, là où je communique le plus, c'est sur mon compte Instagram, DR William Bérébi. Donc, je vous invite à me rejoindre. Vous aurez plein d'informations utiles pour votre santé. Merci Doc d'avoir été avec nous. J'espère que l'émission a été utile pour vous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.